nous recevons un invité des marques. Il s'agit du chef de la diplomatie tchadienne, le ministre des Affaires étrangères, Cherif Mohamed Zen. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, justement, il sera question du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CENSAD que le pays vient d'organiser. Cela dit, N'Djamena a abrité hier le sommet extraordinaire de la CENSAD, sommet consacré à la relance des activités après 6 ans d'hibernation. Ahmadiyya Abbas tire ici le bilan de cette rencontre de N'Djamena. Le sommet extraordinaire de la communauté sahélio-saharienne CENSAD tenu en N'Djamena après 6 ans de rupture a tenu toutes ses promesses. La principale réussite a été d'abord de tenir ces sommets de manière assez organisée en présence de 4 chefs d'État, des représentants des institutions africaines, des partenaires de la CENSAD ainsi qu'une présence record des pays membres de la CENSAD. Dans le langage diplomatique, le pari est gagné. Les pays membres de la CENSAD sont de retour en N'Djamena pour un nouveau départ qui fait de cette communauté une organisation sous-régionale forte et pleine d'ambition. La réussite de ce sommet est à mettre à l'actif du président de la République, Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la CENSAD, qui s'est investi personnellement. Une rencontre qui a donné des conclusions très pertinentes. En un mot, les bilans du sommet extraordinaire de la CENSAD de N'Djamena sont à la hauteur des attentes. Notamment, l'entrée en vigueur du traité révisé dans les années 2013. Les 10 traités fondent un espoir judicieux pour le peuple du Sahel et du Sahara. Précisément, la création de 2 conseils permanents dédiés au développement durable et aux questions de paix et sécurité, gage de tout développement. À cela s'ajoute également la confiance renouvelée par les pays membres de la CENSAD au président en exercice de cette organisation pour parachever le processus de réforme et de doter la communauté d'un plan d'action global lui permettant d'atteindre ses objectifs. D'ailleurs, l'entrée en vigueur du traité révisé le confirme. Et ressort de ce tableau la délocalisation provisoire du siège de la communauté au Tchad. Si, sur le plan bilan, les résultats sont satisfaisants, cependant, les défis auxquels la CENSAD fait face sont également considérables. Il s'agit de la crise libyenne, la menace terroriste qui pèse sur le Burkina Faso, l'interminable crise somalienne, le Soudan, la situation volatile au nord Mali ou encore les pays du bassin du lac Tchad qui combattent la secte Boko Haram. Certes, les défis sont énormes, mais nous osons croire que les pays de la CENSAD apporteront des solutions efficientes vu l'engagement et les résultats obtenus pendant ce sommet de la capitale tchadienne. Voilà, monsieur le ministre, vous venez de suivre là ce commentaire par rapport au bilan de ce sommet. Avez-vous un mot à ajouter par rapport à ce bilan? Justement, comme l'a si bien dit le commentateur, je pense que les résultats de ce sommet sont bien à la hauteur des attentes. Et comme il l'a dit également, le mérite de ces résultats revient effectivement à son excellent Monsieur le Président de la République, et qui est en même temps président en exercice de la CENSAD. Et comme il l'a si bien rappelé, l'organisation était entrée en hibernation depuis 2013, et comme le Président de la République l'a si bien rappelé dans son discours d'ouverture, qu'on a mis 6 ans donc pour passer d'un sommet extraordinaire à un autre. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'inadmissible. Et comme vous le savez, dès le départ, cette organisation a été créée dans un contexte bien déterminé qui concerne le pays du Sahel et du Sahara. Oui. Et à l'origine, c'était 6 États membres qui ont créé à Tripoli, donc en 4 février 1998. C'était le Burkina, la Libye, le Mali, le Niger, le Soudan et le Tchad. Oui. Et après, c'est élargi pour atteindre jusqu'à 29 membres. Et maintenant, on se retrouve à 24. Mais effectivement, cette hibernation a fait qu'on a eu l'impression comme si l'organisation ne faisait rien. Oui. Et en 2013, toujours à l'initiative de son excellent Monsieur le Président de la République, un sommet extraordinaire s'est tenu ici. Oui. Et au cours de ce sommet, un traité révisé qui recentre un peu les objectifs de l'organisation par rapport aux défis
auquel se trouve confronté l'espace sahélo-saharien, a été adopté et en même temps, il a été adopté également un certain nombre d'instruments juridiques, comme le règlement intérieur de la conférence, le règlement intérieur du conseil exécutif, le règlement financier de la communauté, le statut et règlement intérieur du personnel de la communauté. Tous ces instruments ont été adoptés en 2013. Et les traités étant entrés en vigueur et le texte subséquent également, il va falloir maintenant que l'organisation se mette au travail. Et comme vous le savez, le secrétaire général sortant est un secrétaire général intérimaire depuis presque 7 ou 8 ans. Et c'est ça qui a fait que, du fait de la crise libyenne, effectivement, l'organisation ne pouvait pas convenablement travailler puisque le secrétariat se trouve le siège éparpillé, le siège se trouve à Tripoli, Tripoli se trouvant dans une insécurité, donc il n'y avait pas la possibilité de travailler. Et c'est pourquoi je pense que les décisions les plus importantes de ces sommets, c'est d'abord de mettre en place, c'est de la mise en place d'un secrétariat exécutif, donc un secrétaire exécutif de nationalité nigérienne, son adjoint, il est du Royaume du Maroc. Le nom de ces hauts cadres seront communiqués dans les jours à venir, donc à son excellence Monsieur le Président de la République, qui est en même temps président en exercice. Et la deuxième décision la plus importante, c'est le transfert provisoire du siège donc, de l'organisation de Tripoli à N'Djamena. Et le Tchad certainement fera prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre à la disposition du secrétariat exécutif un bâtiment et toutes les facilités nécessaires. Et le troisième élément le plus important, la conférence a exigé ou a demandé aux États membres de payer leurs arriérés de contribution. Parce qu'une organisation comme la SINSAT ne peut pas s'acquitter de sa mission sans moyens. Et je pense qu'il y a une volonté politique affichée de la part de tous les États membres pour contribuer au budget de l'organisation. D'ailleurs, beaucoup d'États ont payé leur arriéré de contribution avant de venir à ces sommets. Je pense qu'il y en a certains qui ont payé partiellement, d'autres totalement, y compris le Tchad qui a apuré totalement ses arriérés. Donc, sur la base de ces décisions, maintenant, il y a effectivement des perspectives qui se dessinent dans les mois ou les semaines à venir. Une fois le secrétariat exécutif mis en place, la priorité première, c'est de travailler dans un délai très court sur un plan d'action calé sur le mandat du secrétariat exécutif, sur 4 ans. Et ces plans d'action devraient être approuvés par le conseil exécutif sur mandat du sommet pour éviter qu'on invite encore le chef d'État à un autre sommet extraordinaire. Et ensuite, certainement, la mise en place du personnel ici à N'Djamena. Et une fois effectivement les comptes ouverts, les contributions versées par les États membres, le secrétariat exécutif doit se mettre donc au travail. Si on comprend bien, Monsieur le Ministre, donc la rencontre de N'Djamena a été consacrée essentiellement à la relance des activités. Absolument. Le chef de l'État l'a dit dans son discours d'ouverture. Que le point central, c'est la relance des activités de la SINSAT. Parce que, imaginez-vous une organisation sérieuse, digne de ce nom, ne peut pas mettre 6 ans pour tenir 2 sommets extraordinaires. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et puis, ce qu'il faut relever par ailleurs, c'est que la conférence a également adopté une déclaration sur la situation sécuritaire au Sahel en général et sur celle de quelques pays en particulier, notamment la Libye, le Soudan, la RCA et le Mali. Et la Libye, certainement, comme vous le savez, le combat se déroule actuellement dans la capitale. Donc la conférence a appelé les parties prenantes à observer un cessez-le-feu immédiat et puis renouer avec le dialogue et s'inscrire dans le cadre effectivement du plan de sortie de crise sur lequel travaillent les Nations Unies en accord effectivement avec les autres acteurs comme l'Union africaine et la Ligue arabe. Donc par rapport à ces situations, est-ce que la SINSAT n'a pas, ou le sommet de N'Djamena n'a pas songé quand même mettre sur pied une stratégie, mettre en place une stratégie pour juguler cette situation? Non, je pense que sur le plan de stratégie, la SINSAT a pratiquement tous les instruments nécessaires.
il y a ce qu'on appelle la charte de sécurité de la communauté qui a été déjà adoptée le 5 février 2000. Oui. Il y a la déclaration de Niamey sur la prévention des conflits et le règlement pacifique des différends qui a été adopté en son 5e sommet déroulé au Niger les 14 et 15 mars 2003. Il y a également un mécanisme de prévention, de gestion et de résolution donc, qui a été adopté au cours du 6e sommet qui était tenu en 2004 à Bamako. Donc les instruments existent, mais le problème c'est la mise en œuvre. Et la mise en œuvre dépend étroitement effectivement d'un organe chargé de mettre en œuvre les décisions prises par le sommet. Et du fait que le siège se trouve à Tripoli, et du fait que le secrétaire général se trouvait être à la fois secrétaire général du ministère de son pays, à Niamey, l'organisation n'a brillé que par sa participation à des réunions d'autres organisations, comme les Nations Unies, l'OIA, l'Union africaine, autant pour moi, et puis les autres organisations sous-régionales. Mais elle-même, elle n'a jamais tenu des réunions comme il se doit par rapport, effectivement, à son programme d'intégration économique, et puis par rapport aux défis sécuritaires, et même défis liés au changement climatique, auxquels se trouvent confrontés surtout les pays du Sahel et du Sahara. Monsieur le ministre, la SENSAD vient de relancer ses activités à l'issue du sommet extraordinaire de N'Djamena. Peut-on affirmer que cette organisation régionale a les moyens de sa politique? Oui, je pense que l'organisation, il faut le dire, reste toujours une des plus importantes organisations de la région. Parce que la SENSAD fait partie de 8 communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine et qui doivent contribuer effectivement à l'intégration du continent. Les moyens, il faut le dire, la SENSAD, depuis son entrée en hibernation, si on peut s'exprimer ainsi, a fonctionné plus ou moins en termes de participation à des réunions, en termes d'observation des élections dans les États membres, et en termes même d'organisation des ateliers. Et tout ça, c'est grâce à ces réserves, à ces fonds de réserve. Donc ça veut dire que c'est une organisation qui a beaucoup de potentialités. Et surtout, avec le nouveau départ à partir du sommet d'hier, je suis convaincu que si les États concernés sont déterminés à payer régulièrement leurs contributions, et imaginez-vous par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, avant de venir, ont déjà, je pense, versé 500 millions avant de venir pour payer partiellement leurs contributions. Je pense que le Nigeria en fait autant. Le Tchad a payé intégralement. Il y a d'autres États également. Donc, ça veut dire qu'une fois le secrétariat mis en place, et avec une très bonne gestion, je suis convaincu que l'organisation sera en mesure de relever les défis auxquels les États membres se trouvent confrontés. Mais je suis également tenté de dire que avec le temps il va falloir voir redimensionner un peu l'organisation, et je sais que maintenant il y a des membres qui partent, mais les États du Sahel et du Sahara ont des défis en commun, tant sur le plan sécuritaire, économique, que sur le plan du changement climatique. Donc à cet égard, je suis convaincu que cette organisation est très utile et nous avons intérêt vraiment à la renforcer et à la garder encore pour longtemps. Avez-vous un vœu à mettre avant de nous séparer, monsieur le ministre? Oui, mon vœu le plus cher par rapport à cette question précise, c'est de voir la nouvelle équipe s'installer le plus rapidement possible et élaborer le plan d'action dont j'avais parlé. Tout à fait. Et recruter le personnel conformément au nouvel organigramme, et ensuite que le secrétaire exécutif établisse un échéancier avec chacun des États membres qui ont encore des arriérés à venir, donc de recouvrer l'ensemble des arriérés et se mettre au travail. Merci, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Espérons vous recevoir très prochainement sur ce plateau. Merci beaucoup.